suis très heureux d'être là avec Caroline Cailleux, mon ami Jean-Bernard Saint-Pastous, à Bagnères de Bigorre pour un moment de rassemblement autour de la candidature du président de la République Emmanuel Macron et du projet qu'il porte pour l'indépendance de notre pays. C'est le cœur de son projet que de vouloir permettre à notre pays d'être plus indépendant, pour permettre aux Français de dépendre moins des autres et plus de nous-mêmes pour se déplacer, pour se chauffer, pour travailler, pour se défendre, pour s'informer. C'est l'enjeu clé de cette élection présidentielle et c'est très important qu'on puisse se déployer partout en France pour en parler. En plus, c'est dans un territoire que je connais un peu, puisque je suis venu à plusieurs reprises en tant que membre du gouvernement. C'est la troisième fois. Je suis venu à Artic, je suis venu à Tarbes, à plusieurs reprises, pour ce beau projet du SNU, puisque le département faisait partie des départements pilotes en 2019 pour le service national universel. C'est aussi un département qui a été très fortement accompagné par le gouvernement, par l'État depuis 2017, un accompagnement qui a évidemment été renforcé avec le plan de relance. Évidemment, quand on parle de ce territoire, on pense à l'usine CAF qui a reçu 700 000 € dans le cadre du plan de relance de l'État qui a permis de créer, je crois, 250 emplois sur le territoire. C'est les rames du RER A, du RER B qui sont faites ici. Je pense aux 33 millions d'euros qui ont été déployés par le plan de relance pour des projets industriels, des projets d'entreprise sur le territoire. Je pense au Ségur de la santé, aux investissements pour l'hôpital, pour un EHPAD aussi ici. Bref, c'est aussi ça que je viens mettre en valeur, c'est-à-dire une action de l'État, du gouvernement, vraiment ancrée dans les territoires et au bénéfice de tous les territoires de notre pays. Globalement, en dehors de ce cas de l'hôpital Tarbes-Lourdes, même s'il pose quelques questions sur le maintien du nombre de lits, de personnel et tout, on sait qu'il y a un vrai problème sur la santé, sur la médecine de proximité, sur les spécialistes aussi qui... c'est une galère pour prendre des rendez-vous et ça c'est pas propre qu'aux Pyrénées, c'est tous les territoires et notamment les territoires ruraux. Après 2 ans de pandémie, on voit que ça ne s'est pas forcément non plus arrangé en nombre de personnel, de lits disponibles. Comment ce qui n'a pas été fait pendant les 2 dernières années, ça peut être fait pendant les 5 prochaines années? Sur la question des déserts médicaux, qui est un vrai sujet, un vrai enjeu, une vraie attente de nos concitoyens, il y a un premier sujet qui est le cœur du sujet. C'est qu'on n'a pas assez de médecins. Parce que depuis des décennies, on a un système en France qui s'appelle le numerus clausus, qui limite, pour des raisons budgétaires, le nombre de médecins qui peuvent être formés chaque année. Nous, ce qu'on a fait, et c'est à mettre au crédit de cette majorité, c'est qu'on a fait sauter le numerus clausus. Ça veut dire qu'on ne limite plus le nombre de médecins qui sont formés pour des raisons budgétaires dans notre pays. Maintenant, on sait qu'un médecin, il faut une dizaine d'années pour le former. Et donc, par définition, le fait de supprimer le numerus clausus dans ce quinquennat fait qu'on va avoir plus de médecins arrivés, mais plus de médecins arrivés quand ils auront fini leurs études, c'est quand même mieux. Et le convaincre aussi d'aller dans des territoires qui sont plus ruraux, plus désertiques, mais d'ores et déjà, villes où ils peuvent être aussi salariés parfois, puisque ça a été fait à Tarbes notamment avec une maison médicale. Voilà, mais d'ores et déjà, il faut qu'il y ait plus de médecins, parce que je peux vous dire, y compris dans des villes et dans des grandes villes, vous avez des situations où vous avez plus de médecins traitants qui acceptent des nouveaux patients. Donc c'est un problème qu'on a sur l'ensemble du territoire déjà, même si c'est plus marqué évidemment dans les territoires ruraux. Donc ça c'est la première chose. Donc dans quelques années, il y aura chaque année 2500 médecins en plus qui sortiront d'études et qui iront sur le territoire. Ensuite, la deuxième chose, c'est comment est-ce que, d'ici à ce moment, on trouve des solutions partout sur le territoire pour répondre à ce problème. Vous avez cité un exemple, des médecins salariés qui sont rattachés à l'établissement hospitalier, qui vont faire des gardes, qui vont faire des rendez-vous, qui peuvent se déplacer aussi. Vous avez les maisons de santé pluriprofessionnelles qui fonctionnent bien aussi, des cabinets médicaux. On en a vu un d'ailleurs en passant tout à l'heure avec Jean-Bernard dans l'ancienne gare. Bon, on sait que c'est des solutions aussi qui fonctionnent très bien. Et donc, ce que propose Emmanuel Macron dans son programme, c'est ce qu'il appelle un grand chantier autour de ce sujet-là. Il y a 2 grands chantiers dans le programme, l'éducation et la santé. Et donc ça veut dire que, parce que c'est les deux piliers finalement de la société, et donc ça veut dire qu'on veut que dans tous les territoires, on arrive à mettre tout le monde autour de la table et qu'on soit capable de trouver des solutions adaptées au territoire. Parce que je vous disais qu'il manquait des médecins partout, c'est pas les mêmes solutions qu'on peut trouver à Bagnères de Bigorre qu'en Seine-Saint-Denis. Voilà, évidemment, c'est des enjeux qui sont radicalement différents, des solutions radicalement différentes à trouver. J'ai 2 questions. Alors, une politique pour terminer, mais en tout cas une déjà autour aussi peut-être des grands enjeux pour un département comme le nôtre, c'est les transports. On voit que l'essence flambe en plus de tous les énergies, et dans un département comme la Pyrénées, la voiture c'est indispensable, d'autant qu'on n'a pas forcément des réseaux de transport en commun efficaces, et je pense notamment au train. Est-ce que
dans une démarche écologique, d'environnement, pour préserver aussi des territoires comme les nôtres qui sont voués à être aussi des territoires où la protection de l'environnement est importante. Il y a quelque chose dans le programme d'Emmanuel Macron pour préserver les lignes. Il y a la ligne de nuit Paris-Lourdes qui a été plus ou moins ouverte parce qu'elle a quelques difficultés parfois. Ouais. Mais on a réinvesti. Elle n'arrive pas toujours à Lourdes, ça c'est le problème. Hein. Mais, voilà, parfois elle arrive qu'à Toulouse. On a réinvesti massivement pour le ferroviaire, notamment en rouvrant des lignes de train de nuit, en rouvrant des lignes de fret ferroviaire aussi, la ligne Perpignan-Rungis, la ligne, c'est Calais-Bayonne, et la ligne 7, il y en a une troisième. On a rouvert des lignes de fret ferroviaire aussi pour des raisons environnementales. Et on investit massivement sur le ferroviaire, qui est effectivement un moyen de transport qui préserve l'environnement, qui n'émet pas de CO2. Ensuite, évidemment que ça reste une priorité très forte dans le programme d'Emmanuel Macron. Et ce qu'il faut qu'on arrive à conjuguer, c'est la transition écologique et le pouvoir d'achat des Français. Et d'ailleurs, on voit en ce moment à quel point ces deux sujets, finalement, ils vont de pair. Puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a une augmentation du coût de l'énergie au niveau mondial, qui coûte du coup très cher pour les Français qui doivent faire le plein à la pompe, ce qui rend encore plus nécessaire de préparer la transition. Et donc il y a un investissement majeur. Je crois que dans ce département, depuis qu'on a renforcé le bonus écologique, la prime à la conversion, c'est près de 6000 personnes qui ont pu changer de voiture grâce à ces dispositifs d'accompagnement. On veut les poursuivre. Et puis on a pris évidemment des mesures là conjoncturelles vu la hausse des prix qui permettent de protéger du mieux possible les Français. Moi je rappelle qu'on a fait un bouclier tarifaire. Le prix du gaz il est gelé depuis le mois de novembre dernier alors qu'il aurait dû augmenter de 40%. Le prix de l'électricité il a été limité son augmentation à 4% alors qu'il devait augmenter de 40%. Quand vous regardez autour de nous, en Espagne, en Italie, les prix ont explosé. Si on n'avait pas pris cette mesure, chaque ménage français aurait reçu en février une augmentation de sa facture d'électricité en moyenne de 300 à 400 euros. Elle n'a pas eu lieu parce qu'on a pris des mesures de protection. Ça sont des milliards qu'on paiera plus ou moins par les impôts, forcément, puisque c'est l'argent pas si Emmanuel Macron est élu et réélu, puisqu'il s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Et vous aurez noté qu'il avait pris cet engagement en 2017. Certains à l'époque avaient dit aussi c'est l'engagement qu'on prend en campagne, mais derrière, on ne le tient pas, il l'a tenu. Ouais, comment préserver les services publics de proximité si, du coup, il y a des milliards qui s'envolent et à juste titre pour préserver les factures des Français? D'abord, en investissant pour avoir la croissance économique, ce qui permet de faire entrer de l'argent. On a le taux de croissance le plus élevé de la zone euro. On a des recettes fiscales qui rentrent parce que l'activité repart dans notre pays. C'est la première chose. Puis ensuite, en faisant des réformes de structure. C'est ce qu'on a fait dans ce quinquennat. Je me souviens, en 2017, on a pris des décisions très difficiles pour faire des économies, pour pouvoir financer tout ce que je viens de dire. Exemple, la suppression des emplois aidés, je me souviens, c'était très dur à défendre politiquement, il y avait de la controverse sur ce sujet-là, mais on était convaincus de notre décision parce que ce n'est pas des emplois qui permettaient d'insérer véritablement dans l'emploi les bénéficiaires, ça a permis de faire des économies et de financer des priorités. On a fait la réforme de l'assurance chômage, on fait des réformes de structure, on va continuer, notamment la réforme des retraites, qu'on va mener. Il y a d'autres réformes de structure, de simplification, de modernisation pour financer nos mesures. Peut-être une question de politique, après moi j'aurais terminé en tout cas, parce que 20 heures arrive à grands pas. On voit que cette campagne est quand même très particulière, même en dehors du contexte de la guerre en Ukraine. Il y a plein de partis traditionnels qui ont du mal à émerger, que ce soit le PS, le PC, même Europe Écologie Les Verts avec Yannick Jadot ne dépasse pas pour l'instant les intentions de vote les 5%. Et ce sont plutôt les partis extrêmes qui émergent dans les sondages, les intentions de vote. Comment vous expliquez qu'il y a ce clivage en fait dans la société entre le président sortant et d'un côté une gauche un peu extrême et de l'autre côté une droite très extrême? D'abord, je pense que le président il rassemble notamment ceux qui veulent renforcer, je le disais tout à l'heure, l'indépendance de notre pays, le rendre plus fort, dans une Europe plus forte, sans se replier comme le proposent les extrêmes. C'est la première chose. Et ensuite, je pense qu'il y a des partis politiques qui, depuis 5 ans, n'ont pas tiré les enseignements de ce qui s'est passé en 2017, n'ont pas revu leur logiciel, n'ont pas tranché un certain nombre de clivages idéologiques qui existent au sein même de leur parti. Les partis que vous évoquez, ils se sont affaiblis aussi parce qu'ils continuent à rassembler des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, qui ont des lignes radicalement différentes. On voit dans l'Europe Écologie Les Verts, entre Mme Rousseau et M. Jadot. Chez les Républicains, c'est pareil. Et au Parti Socialiste aussi, c'est pareil. Et nous, la spécificité, c'est qu'on rassemble des gens qui viennent de partis différents, mais qui sont d'accord entre eux. Et moi, je pense que les Français, ils sont en attente de clarté. Voilà. Ils veulent savoir, quand ils votent pour quelqu'un, quelles sont les idées qui sont derrière,
et s'assurer qu'elles sont partagées par les troupes de cette personne et qu'elles seront mises en œuvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, parmi ceux qui défendent les valeurs de la République, une Europe plus forte, qui incarne cette offre politique. Il n'y a pas d'inquiétude d'une société qui pourrait être divisée. On l'a vu à l'époque avec les Gilets jaunes, avec des moindres de revendications, souvent forts quand c'est la population qui les portait sur ce qu'on a évoqué, sur les problèmes de pouvoir d'achat, de proximité des services publics, de santé et compagnie. Il n'y a pas une crainte que cette société d'aujourd'hui soit divisée et pas réconciliable, ou en tout cas pas facilement pour qu'elle puisse... le constat qu'on a une société fracturée, il ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Le constat qu'il y a des extrêmes qui sont hauts, il ne date pas d'aujourd'hui. Je rappelle qu'en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu, Marine Le Pen plus Jean-Luc Mélenchon, ça faisait 40% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Donc il a été élu dans un contexte qui était déjà le contexte d'une fracturation politique et d'extrêmes qui était déjà très haut. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire depuis 5 ans, et ce qu'on veut faire encore plus, c'est réduire les fractures dans notre pays. Les fractures territoriales, en investissant, on vient de le dire, sur l'éducation, sur la santé, dans les territoires qui en ont le plus besoin. La fracture entre les Français qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Je rappelle quand même qu'on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans dans notre pays. Le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Parce qu'on n'a réinvesti. Et la vraie fracture, c'était quand même entre tous les Français, les millions de Français qui étaient au chômage. Il en reste. On veut atteindre le plein emploi dans 5 ans. Puis ceux qui pouvaient travailler. Et on veut réduire les fractures, continuer à le faire. Et oui, avec une méthode, parce que vous avez raison, il y a des tensions dans la société. C'est pour ça que notre campagne s'appelle « Avec vous ». Une méthode qui consiste à dire qu'il faut travailler davantage avec les Français, construire davantage avec eux les solutions. Je vais donner l'exemple de la santé tout à l'heure. C'est vrai que peut-être, il faut toujours avoir un regard critique sur son action, que depuis 5 ans, sur certaines réformes, on a pu y aller un peu à la hussarde, à la cavalcade, comme a dit le président. Mais on apprend toujours, évidemment, en exerçant les responsabilités, et on veut vraiment les construire avec les Français. Est-ce que ce soit le covoiturage en avion, en bus ou en train, le covoiturage en avion, c'est un peu compliqué. Est-ce que le président de la République, le candidat Emmanuel Macron, reviendra à la Montgis, qui est l'hiver prochain? Moi, je ne peux pas m'exprimer pour lui, évidemment, sur en plus ce moment un peu personnel. Ce que je sais, c'est qu'il est très attaché à ce territoire. D'ailleurs, je dois vous dire qu'en tant que représentant du candidat Emmanuel Macron, porte-parole du gouvernement, c'est toujours un peu la pression de venir à Bagnères. Parce qu'on sait qu'on parle quand même au cœur du président. Au cœur et à l'histoire personnelle du président. Et donc, il est très très attaché. Quand je lui ai dit que je venais ici, il était ravi qu'on puisse venir faire campagne ici.